Une bonne nouvelle pour la sécurité sociale, le déficit du régime général a diminué 13,3 milliards d'euros contre 17,4 milliards d'euros en 2011. Un chiffre qui traduit une meilleure maîtrise de la branche maladie qui reste pourtant la plus déficitaire. Ah bravo Élise Lucet, bravo à toi, bravo à France 2 pour ces informations. Ah oui, moins 17 milliards l'année dernière, moins 13 milliards cette année, c'est vraiment une excellente nouvelle, bravo oui. La France continue de couler, peut-être un petit peu moins vite mais elle coule, c'est une très très bonne information. Bienvenue à vous tous pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Bon, on va pas perdre notre temps à parler de ces guignols de journalistes. On va passer directement au sommaire. On va parler tout d'abord de santé-environnement, puis d'économie, et enfin d'infos internationales. Et on terminera par une nouvelle rubrique. C'est une petite surprise. Attachez vos ceintures et on y va. On attaque cette vidéo en parlant de santé et environnement donc, et on va attaquer avec le nucléaire, puisqu'on apprend que les résidents se trouvant près de la centrale nucléaire d'Hanford, dans l'État de Washington, peuvent être en danger. En effet, le Conseil de sûreté nucléaire a constaté que les réservoirs souterrains de la centrale, remplis de déchets toxiques radioactifs, pourraient exploser à tout instant en raison d'une accumulation dangereuse de gaz d'hydrogène. Selon ce Conseil de sûreté nucléaire, je cite, tous les réservoirs à double paroi contiennent des déchets qui génèrent en continu une partie du gaz inflammable. Continue de citer, ce gaz finira par atteindre les conditions inflammables si une ventilation adéquate n'est pas fournie. Alors on continue avec les infos sur la santé et l'environnement et toujours dans le nucléaire et on va parler de Fukushima. Alors vous savez, je parle de Fukushima très régulièrement dans mon émission et cette semaine je reçois Pierre Fettet qui est administrateur du blog sur Fukushima qui s'appelle fukushima.over-blog.fr. Bienvenue dans mon émission, Pierre. Bonjour, Merci merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de problème, écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux nous donner les dernières informations à propos de Fukushima? Eh bien, les dernières informations à propos de Fukushima sont toujours aussi inquiétantes que d'habitude, je dirais. Alors, au mois de mars, là, le 18 mars, il y a eu un blackout électrique qui a suscité de vives inquiétudes, puisque l'ensemble des systèmes de refroidissement des piscines et de refroidissement des cœurs fondus a été stoppé du fait de cette panne. Et suite à une enquête effectuée par l'opérateur, il se trouve que c'est un rat qui a provoqué ce court-circuit. Donc on se trouve face à une situation un peu invraisemblable où un site immense et immensément dangereux se retrouve en difficulté à cause d'un rongeur. Est-ce que, à cause de cette coupure d'électricité, il y a eu une surchauffe dans les réacteurs ou pas du tout? Alors, au niveau des réacteurs, il faut dire qu'il reste plus grand-chose, hein. On Ouais, parle de corium. Les réacteurs 1, 2 et 3 ont fondu. Donc, les coriums qui se sont constitués, on ne sait pas vraiment où ils sont et à quelle température ils sont. On mesure des températures en dessous de 100 degrés au niveau des cuves, mais comme on ne sait pas où sont les coriums, ils sont probablement beaucoup plus bas. Ces températures qu'on appelle des réacteurs à froid sont en fait assez loin de la réalité de ce qui peut se passer. Donc en fait, on peut pas savoir pour les coriums. Par contre, pour les piscines, on sait que en cas d'arrêt du refroidissement, elles se mettent à se réchauffer tout doucement. Et donc, on a quand même quelques jours, peut-être même une dizaine de jours avant que la situation devienne vraiment critique. d'accord. Et en parlant de ces piscines, justement, je reviens un petit peu en arrière, mais on avait parlé d'une piscine qui était sur le point de s'écrouler. Où étaient stockées quelques tonnes de déchets nucléaires. On a des nouvelles de cette chose-là? Oui, alors cette piscine, c'est la piscine du bâtiment réacteur numéro 4. Ce bâtiment donc a été très affecté par une énorme explosion qui s'est passée le 15 mars 2011.
une explosion due à de l'hydrogène et qui a vraiment fragilisé le bâtiment. Donc cette piscine contient environ 260 tonnes de combustible irradié et c'est un énorme problème parce qu'elle est perchée à 30 mètres de hauteur. Donc si par malheur il arrivait un problème justement de panne de refroidissement ou de tremblement de terre assez important, la piscine pourrait se vider ou alors se vider à cause du réchauffement de la piscine en cas d'absence de refroidissement. Dans ce cas, le combustible pourrait s'échauffer et et provoquer un feu de piscine, comme on dit. Et là, ça provoquerait une pollution atmosphérique énorme puisqu'il n'y a pas d'enceinte de confinement pour ces piscines. Si on revient à l'actualité, on a aussi entendu une fuite d'eau radioactive, c'est ça? Oui, alors début avril, donc il n'y a pas longtemps, il y a eu une reconnaissance par TEPCO de fuite en provenance de réservoirs, des réservoirs qu'ils appellent temporaires, c'est-à-dire ce sont des grandes fosses de 60 mètres de long qui ont été creusées dans la terre à l'ouest de la centrale et qui ont été aménagées avec des revêtements synthétiques, 3 couches de revêtements qui permettent d'entreposer pour chaque réservoir, disons 10 000 tonnes à peu près d'eau fortement contaminée. Donc ces fuites sont inquiétantes. Là, pour l'instant, il y a déjà 3 réservoirs où ont été constatées des fuites. Et c'est très inquiétant parce que ça réduit le potentiel la capacité de TEPCO d'entreposer de l'eau radioactive sur le site. Alors le problème, c'est qu'il y a à peu près 400 tonnes d'eau qui arrivent tous les jours sur le site par le sous-sol, par la nappe phréatique, et que TEPCO est obligé de pomper cette eau journellement, quotidiennement, et l'entreposer, en attendant que l'eau soit retraitée. D'accord. Et cette eau radioactive, enfin cette fuite, elle va directement dans l'océan ou... Alors non, parce que ces réservoirs sont à peu près à 800 mètres de l'océan, mais en revanche, l'eau va directement dans le sol. Et le sol est constitué c'est une géologie, c'est des couches géologiques sédimentaires avec du grès, de l'argile. C'est des sols qui sont pas très bien connus, mais en tout cas, ils sont pas vraiment imperméables. Donc, à long terme, cette eau-là va forcément se retrouver dans une nappe qui va aller vers l'océan. Ouais, forcément. Alors déjà, bon, comme on a déjà vu qu'il y avait pas mal d'eau et de débris, en tout cas, qui tournent dans l'océan Pacifique et qui vont jusqu'aux côtes américaines, ce que j'avais donné comme info la semaine dernière. Donc là, il va encore avoir quelques tonnes d'eau qui vont aller se balader dans l'océan, ma foi. Et on a aussi vu apparaître des problèmes de thyroïde chez les enfants japonais, c'est ça? Et partout dans le Japon, il me semble. Oui, en fait, il y a différentes études qui sont réalisées dans les différentes régions du Japon et dans la préfecture de Fukushima, donc qui concerne la région de cette centrale accidentée. On a constaté pour l'instant 3 cas de cancer chez des enfants, des cas qui ont été déjà traités, c'est-à-dire ablation de la glande thyroïde. Et 7 autres cas sept autres cas d'enfants qui ont aussi Ils sont une suspectés. forte probabilité Ouais. d'avoir le cancer de la thyroïde. Mhm. Et ces cas, en fait, montrent, comment dire, une apparition des cancers après la catastrophe, assez rapide puisqu'on est seulement 2 ans après la catastrophe. Pour ce qui concerne Tchernobyl, c'était plutôt au bout de 4 à 5 ans que les cancers commençaient à apparaître. D'accord. Alors, je profite que tu parles des cancers de la thyroïde au Japon parce que j'ai une information là-dessus, puisqu'on apprend qu'une étude menée par 2 chercheurs américains, le docteur Janet Sherman et l'épidémiologique Joseph Mangano, ils ont publié donc une information qui est apparue dans un journal de médecine qui s'appelle Open Journal of Pediatrics.
et qui montre que les enfants nés en Alaska, en Californie, à Hawaï, dans l'Oregon et dans l'État de Washington, donc tous des États de l'Ouest américain, et donc les enfants qui sont nés entre la première et la 16e semaine après la catastrophe de Fukushima ont 28% de plus de chances, si on peut l'appeler ça une chance, d'avoir des problèmes de la thyroïde que les autres enfants nés dans la même période mais ailleurs. Donc ça promet des sacrés problèmes, que ce soit au Japon parce qu'ils sont directement concernés, mais aussi de l'autre côté du Pacifique, puisqu'ils vont prendre ils ont pris une sacrée dose de Oui, en 2011, le panache est allé directement sur le Pacifique et après a fait le tour du monde. Donc la côte ouest de l'Amérique a pris de plein fouet la pollution de Fukushima. On peut parler aussi de la radiation qui s'échappe de la centrale de Fukushima. Oui, donc la centrale de Fukushima, on pense que le problème est réglé vu qu'on a déclaré officiellement que les réacteurs étaient à froid. Donc la centrale de Fukushima continue à polluer et à déverser ces radionucléides dans l'environnement. Donc on l'a vu déjà avec les réservoirs et les multiples autres fuites qui a lieu sur la centrale. Donc pollution dans la mer qui continue depuis 2 ans. Et puis également dans l'atmosphère, puisque l'opérateur il reconnaissait ça en décembre 2012, donc c'est assez récent, qu'il est encore rejeté 240 millions de becquerels par jour. Donc c'est énorme, hein, si on compte, si on multiplie ces becquerels par le nombre de journées et de semaines, etc. C'est continuel en fait. D'accord. Juste un dernier mot, je voulais ton avis un petit peu sur la manière dont est traitée l'information, que ce soit en France ou ailleurs, par rapport à cette catastrophe. Le fait que dans les médias, on n'en parle absolument pas. Comment tu sens les choses? Alors pour ausculter justement les médias tous les jours, je peux quand même rectifier, les médias quand même parlent de Fukushima régulièrement. Mais effectivement, peut-être pas toujours en première page. Mais il y a quand même des journalistes qui sont très intéressés par la question. Donc en cherchant, on retrouve quand même des informations. Mais souvent, ce sont des informations qui ont déjà été diffusées dans les réseaux sur le net, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine timidité générale, surtout en France, pour parler du nucléaire, on va dire en général, puisque disons que la France a un certain passif au niveau de l'information nucléaire. C'est assez difficile d'en parler quand on a 58 réacteurs en fonctionnement sur le territoire. Ouais, bien sûr, mais enfin, ce que je veux dire, c'est par rapport à une personne qui, on va dire, suit l'actualité à travers la télévision et que à travers la télévision. Les informations sur Fukushima, c'est vraiment c'est très très minime, quoi. Oui, alors si on prend juste la télévision, effectivement, on va parler de Fukushima sur un reportage qui va passer sur Arte à 23h ou éventuellement une fois par an à la date anniversaire de la catastrophe, on va avoir quelques émissions et quelques reportages. Qui vont pas C'est donner vrai qu'en beaucoup général, d'informations en plus, hein. Il n'y a pas grand-chose Ouais. sur la C'est centrale. c'est surtout des reportages qui vont revenir sur ce qui s'est passé, et refaire pleurer dans les chaumières, mais par contre, Oui, aucune nouvelle information sur ce qui se passe aujourd'hui. oui, c'est vrai. Bah, en fait, pour la télévision, je la regarde pas trop, donc je peux pas trop savoir, mais je pense qu'effectivement, il ne doit pas y avoir grand-chose. Écoute, je te remercie Pierre, merci pour ta participation. Je rappelle De ton rien. blog, donc c'est fukushima.over-blog.fr. Écoute, Voilà. j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Bah, c'est possible, volontiers, hein. Eh bien, écoute, je te remercie pour ton intervention. Au revoir. Au revoir. On reparle de la plateforme Deepwater Horizon qui a déversé plus de 750 millions de litres bruts de pétrole dans le golfe du Mexique. C'était en avril 2010, je pense que tout le monde se souvient de cette date-là. Alors, même si le pétrole n'est plus visible en surface, il est pourtant toujours présent et impacte considérablement la faune du golfe. Entre mai 2010 et novembre 2012, plus de 1700 tortues ont été retrouvées échouées et 650 carcasses de dauphins ont été retrouvées également. En outre, des études ont montré que le dispersant utilisé était 52 fois plus toxique que le pétrole lui-même. On parle de l'eau maintenant, alors on nous a rebattu les oreilles la semaine dernière avec l'eau en bouteille.
où on a trouvé des traces de médicaments et de pesticides. Alors on nous a vendu l'eau du robinet comme étant saine et très bonne et potable et parfaite pour la santé. Eh bien il s'avère qu'on a trouvé des particules cancérigènes dans l'eau du robinet. Ceci à cause des canalisations en PVC fabriquées avant 1980. Alors le président de la CIGEP, le syndicat intercommunal de la Gartempe en eau potable, fait un parallèle avec l'amiante. Je cite: « Ça fait 30 ans qu'on boit de l'eau du robinet qui passe dans ces tuyaux et tout à coup on découvre qu'il y a un risque. » Fin de citation. Donc les particules cancérigènes de chlorure de vinyle monomère se détachent de certaines canalisations en PVC fabriquées avant 1980 et représentent une menace pour la santé publique, suffisamment sérieuse pour que l'Agence régionale de santé demande à toutes les structures de distribution de l'eau du département de procéder à l'inventaire de leur réseau avant l'automne prochain pour identifier la présence de ces canalisations potentiellement dangereuses. Et quid de toute la France? Je pose la question, est-ce qu'il y a des canalisations en PVC susceptibles d'être dangereuses dans toute la France? On parle des médicaments génériques maintenant, et on continue de se poser la question de savoir si ces médicaments sont aussi efficaces que la molécule de référence. Alors il semblerait que de plus en plus de médecins, comme de spécialistes, continuent de se poser la question. Les diabétologues, endocrinologues, neurologues, professeurs ou chefs de service continuent de poser la question, et tout ça, ce discours est renforcé par des exemples précis difficilement réfutables. On a aussi des sociétés savantes qui s'y mettent, la cardiologie, l'hypertension artérielle, pathologies infectieuses, tous ont fait publiquement part de leur réticence, et jusqu'à l'Académie de médecine elle-même, qui a pondu un rapport en février 2012 en affirmant dans ce rapport que la bioéquivalence entre produits référents et génériques ne signifie pas qu'il y a automatiquement une équivalence thérapeutique, en particulier lors de la substitution d'un générique par un autre. On parle des perturbateurs endocriniens maintenant. Alors, on savait que ces perturbateurs endocriniens se nichaient partout, dans les jouets pour enfants, les emballages alimentaires, les produits d'entretien, les peintures, les meubles. Eh bien, on apprend qu'il y en a aussi dans les produits de beauté, selon l'UFC Que Choisir, sous forme de conservateurs, d'antibactériens, de filtres solaires et d'émollients ajoutés. L'Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations unies pour l'environnement considèrent désormais les perturbateurs endocriniens comme une menace mondiale pour la santé à cause de leur impact sur la fertilité ou les troubles neurocomportementaux. Même à faible dose, les molécules peuvent avoir un effet hormonal. Ainsi, du dentifrice Colgate Total, les mesures de l'UFC Que Choisir ont révélé une teneur en triclosan susceptible d'effet sur la thyroïde. Quant au gel douche Nivea, Water, Lily et Oil, l'association de consommateurs a trouvé du propylparabène à une dose supérieure à la recommandation du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs. Et enfin, on termine avec la pêche en Chine, puisque une étude internationale coordonnée par le célèbre biologique Daniel Pauly de l'Université de Colombie-Britannique, publiée d'abord dans une revue spécialisée Fish and Fisheries, puis reprise par la revue scientifique Nature le 4 avril dernier, conclut que les navires de pêche chinois ont siphonné, loin de leurs côtes, entre 3,4 millions et 6,1 millions de tonnes de poissons par an entre 2000 et 2011. Dans le même temps, Pékin déclarait que 368 000 tonnes de poissons en moyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 12 fois moins que la réalité estimée par les spécialistes des ressources halieutiques. La valeur du poisson débarqué de l'étranger par la Chine s'élèverait à 8,9 milliards d'euros chaque année. On attaque le chapitre économie et on va parler de la France, dont le déficit se creuse de 2,9 milliards d'euros en février. De toute façon, comment pourrait-il en être autrement? Il n'y a que Élise Lucet qui trouve que c'est une bonne nouvelle apparemment. Alors, quand est-ce que le gouvernement va s'attaquer au premier poste de dépense de l'État, à savoir les intérêts de la dette? Mystère et boule de gomme. Pour rappel, nous payons chaque année près de 50 milliards d'euros pour rembourser les intérêts de notre dette, soit 100% de l'impôt sur le revenu. Mais apparemment, ça choque personne. Et on va taper dans les budgets de l'école ou de l'armée. Mais surtout pas sur les intérêts de la dette. Le gouvernement est occupé à pondre des lois sur l'emploi déjà, puisque les députés ont voté dans la nuit, bon c'est toujours la nuit que ça se passe, ces trucs importants, hein. Donc dans la nuit, ils ont voté une des mesures phares du projet de loi sur l'emploi, celle qui encadre les accords de maintien dans l'emploi en cas de graves difficultés conjoncturelles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi ?
Cette loi prévoit qu'en cas de graves difficultés conjoncturelles, les entreprises pourront imposer à tous les salariés une baisse momentanée des salaires dans la limite du montant horaire du SMIC et une modulation de la durée du travail, baisse ou hausse, pendant une durée de 2 ans au maximum. En cas de refus, les salariés seront licenciés pour motif économique. En contrepartie, l'entreprise devra s'engager à maintenir tous les emplois le temps de l'accord. Toujours la France, qui est à l'agonie. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le ministre de Redressement Productif, Arnaud Montebourg, ne donne pas d'exemple, mais laisse entendre que le gouvernement réfléchit à l'éventualité de vendre ses participations dans certaines grandes entreprises. Cela permettrait de financer la restructuration budgétaire. Imaginez à qui ils vont vendre ces morceaux d'entreprise. Je parie sur les Qataris. La France encore, et cette fois-ci c'est la Commission européenne qui a sonné l'alerte face à l'aggravation des problèmes économiques en France, en Italie et en Espagne, ajoutant que la Slovénie devait prendre des mesures urgentes face au risque de déstabilisation de l'ensemble de la zone euro. La part de la France sur le marché de l'exportation de l'Union européenne a baissé de 11,2% entre 2006 et 2011. Bah ouais, avec toutes les usines qui ont été délocalisées à perpète, forcément on n'a plus de production et forcément on vend moins. Moins 11,2% entre 2006 et 2011, c'est énorme. Tandis que l'augmentation du coût du travail dans le pays a porté atteinte à sa compétitivité. Ah bah bien sûr, c'est à cause du coût du travail, c'est à cause de nous bien sûr. Si ces problèmes s'aggravent, cela voudrait dire que quasiment aucune économie de l'Union européenne, à l'exception peut-être de l'Allemagne, n'est à l'abri de la crise de la dette et que les coûts d'emprunt dans l'ensemble de la région pourraient augmenter pour refléter ce risque. Parler des banques un petit peu. Alors dans les fichiers Offshore Leaks révélés par Le Monde datés du 5 avril, il apparaît que 2 banques françaises majeures, BNP Paribas et le Crédit Agricole, ont supervisé la création de très nombreuses sociétés offshore pour des clients recherchant la confidentialité et une fiscalité plus faible, dans les îles Vierges britanniques, dans les îles Samoa ou à Singapour, à la fin des années 90 et tout au long des années 2000. C'est ce que dévoile le consortium international de journalistes d'investigation qui travaille sur ce sujet pendant plus d'1 an et dont les données s'arrêtent au début des années 2010. Donc il y a 3 ans, donc on imagine en 3 ans ce qui s'est passé depuis. Les banques toujours, la banque Dexia et le français Pierre Mariani qui a démissionné de son poste de PDG de Dexia en août, mais il est parti avec une indemnité de 1,7 million d'euros. C'est ce qu'indique la presse francophone et néerlandophone. Les journaux ajoutent que Dexia s'apprête à procéder lors de la prochaine Assemblée Générale à une réduction de capital de 5,5 milliards d'euros pour apurer ses pertes de 2012. Puisqu'on parle des banques, vous vous souvenez de la sénatrice américaine Elizabeth Warren ? Vous savez, c'est la vidéo que j'avais traduite où elle se demandait si les banques n'étaient pas passées du trop gros pour tomber à trop gros pour aller en justice. Eh bien, elle a récidivé cette fois-ci en se demandant à quel moment une banque doit être fermée si elle viole les lois internationales et si elle blanchit l'argent des cartels colombiens de la drogue. Regardez. Thank you, Mr. Chairman. And thank you all three for being here today. You know, as Senator Reid just pointed out, the United States government takes money laundering very seriously for a very good reason. And it puts very strong penalties in place. In addition to monetary penalties, it's possible to shut down a bank that's been involved in money laundering. Individuals can be banned from ever participating in financial services again, and people can be sent to prison. Now, in December, HSBC admitted to money laundering, to laundering $881 million that we know of for Mexican and Colombian drug cartels, and also admitted to violating our sanctions for Iran, Libya, Cuba, Burma, the Sudan. And they didn't do it just one time. It wasn't like a mistake. They did it over and over and over again across a period of years. And they were caught doing it, warned not to do it, and kept right on doing it, and evidently making profits doing it. Now, HSBC paid a fine, but no one individual went to trial. No individual was banned from banking. And there was no hearing to consider shutting down HSBC's activities here in the United States.
So what I'd like is, you're the experts on money laundering. I'd like your opinion. What does it take? How many billions of dollars do you have to launder for drug lords, and how many economic sanctions do you have to violate before someone will consider shutting down a financial institution like this? Mr. Cohen, can we start with you? Certainly, Senator. No question the activity that was the subject of the enforcement action against HSBC was egregious, both in the money laundering that was going on at HSBC and the sanctions violations. For our part, we imposed on HSBC the largest penalties that we had ever imposed on any financial institution. We looked at the facts and determined that the appropriate response there was a very, very significant penalty against the institution. Let me just move you along here, though, on the point, Mr. Cohen. My question is, given that this is what you did, what does it take to get you to move toward even a hearing, even considering shutting down banking operations for money laundering? So, Senator, we at the Treasury Department, under OFAC and FinCEN authority, I think don't have the authority to shut down a financial institution. I understand that. I'm asking, in your opinion, you are the ones who are supposed to be the experts on money laundering. You work with everyone else, including the Department of Justice. In your opinion, how many billions of dollars do you have to launder for drug lords before somebody says, we're shutting you down? Well, I think the authority to pull a license, pull the charter, is the authority that is committed to the supervisors, to the OCC, the Fed, whoever the supervisor may be. I think we take these issues extraordinarily seriously. We aggressively prosecute and impose penalties against the institutions to the full extent of our authority. And as I said earlier, one of the issues that we're looking at... I'm not hearing your... I'm sorry, I don't mean to interrupt, and I just need to move this along, but I'm not hearing your opinion on this. You are supposed to be, Treasury is supposed to be you are the leaders in how we understand and work together to stop money laundering. And I'm asking, what does it take even to say, here's where the line is. We're going to draw a line here, and if you cross that line, you're at risk for having your bank closed. So, Senator, we're mindful of what our authorities are, mindful of what the supervisor's authorities are. We will and have and will continue to exercise our authorities to the full extent of the law. The question of pulling a bank's license is a question for the regulators. So you have no opinion on that? You sit in Treasury and you try to enforce these laws, and I've read all of your testimony. You tell me how vigorously you want to enforce these laws, but you have no opinion on when it is that a bank should be shut down for money laundering? Not even an opinion? Of course, we have views on... That's what I asked you for, your views. But I'm not going to get into some hypothetical line-drawing exercise. Well, it's somewhere beyond $881 million of drug money. Well, Senator, the actions, and I'm sure the regulators can address this issue, the actions that we took in the HSBC case, we thought were appropriate in that instance. Governor Powell, perhaps you can help me out here? Sure. So the authority to shut down an institution or hold a hearing about it, I believe, is triggered by a criminal conviction. And that is not something, we don't do criminal investigation, we don't do trials or anything like that. We do civil enforcement, and in the case of HSBC, we gave essentially the statutory maximum civil money penalties, and we gave very stringent cease and desist orders, and we did what we have the legal authority to do. I appreciate that, Mr. Powell. So you're saying you had no advice to the Justice Department on whether or not this was an appropriate case for a criminal action? So the way it works is the Justice Department has total authority. This is the heart of what they do. It's the heart of their jurisdiction to decide who gets prosecuted and for what. It's not our jurisdiction. They don't do monetary policy. They don't give us advice on that. We cooperate with them, and we discuss with them. We collaborate with them, and we did on HSBC. They ask us specific questions. How does this statute apply? What would happen if we did this? We answer those questions. That's what we do. So what you're saying to me is you are responsible for these banks. And again, I read your testimony, and you talk about the importance of vigorous enforcement here. But you're telling me you have no view when it's appropriate to consider even a hearing to
to raise the question of whether or not these banks should have to close their operations when they engage in money laundering for drug cartels? I'll tell you exactly when it's appropriate. It's appropriate where there's a criminal conviction. And so you have no view on it until after the Justice Department has done that? Again, the Justice Department makes that decision. We play our role in that. We have a constant dialogue with them around not just essentially a broad range of violations that take place. We always have the Justice Department involved. But when they make these decisions, they make them themselves. So I understand that I'm over my time, and I'll just say here, you know, if you're caught with an ounce of cocaine, the chances are good you're going to go to jail. If it happens repeatedly, you may go to jail for the rest of your life. But evidently, if you launder nearly $1 billion for drug cartels and violate our international sanctions, your company pays a fine and you go home and sleep in your own bed at night. Every single individual associated with this. And I think that's fundamentally wrong. On continue avec l'économie et on va parler de la Grèce maintenant, puisque le 28 mars dernier, le Parlement grec a adopté une loi nommée Plan Athéna qui vise à démolir l'enseignement supérieur gratuit et fourni par l'État. La loi a été passée de force en violation flagrante de la constitution grecque qui ne permet pas l'abolition des universités. La loi a été adoptée avec 148 voix pour et 125 contre. Au moment de son passage, plus de 5000 étudiants, dont certains venaient des facultés de Patras et d'autres villes, protestaient devant le Parlement d'Athènes. On a à peu près pareil au Portugal, puisque le Portugal, au bord du gouffre, envisagerait de rendre les écoles payantes. On va à Chypre maintenant, puisque selon un document de la Troïka, l'économie chypriote devrait se contracter de 8,7% en 2013, de 3,9% en 2014, avant de renouer avec la croissance en 2015, avec un PIB en hausse de 1,1%. Je suis sûr que les Chypriotes sont vraiment très contents d'être entrés dans l'Union européenne et ensuite d'être entrés dans la zone euro. Ils doivent être vraiment très contents à l'heure actuelle. On attaque maintenant les infos internationales et on va parler des drones US en Corée, puisque l'armée américaine est sur le point de déployer un avion espion sans pilote sur une des bases au Japon. Alors Washington souhaite ainsi renforcer sa surveillance de la Corée du Nord, soupçonnée de préparer un tir de missile. Les Américains qui nous ont gratifié d'un superbe essai du nouveau laser qu'ils vont mettre en place à partir de l'année prochaine. Donc cette technologie sera embarquée sur le navire USS Ponce dans le golfe Persique. Alors vous pouvez voir les images de ce tir de laser. Mais une étude du Congrès US note que la technologie au laser peut toutefois présenter des inconvénients en touchant accidentellement des satellites ou des avions. Ah oui, ça c'est un petit peu ballot si on se prend un satellite sur la tête. Mais bon, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, les Américains, avec ce laser, pourront se débarrasser facilement de leur adversaire. Faut que les gens qui se dressent contre le nouvel ordre mondial fassent assez attention, quoi. Les Nigel Farage, les Laurent Louis, tout ça, faut pas qu'ils prennent trop d'avions parce que maintenant ils peuvent descendre un avion sans aucun missile et il y aura aucune trace. Les Américains toujours qui se sont fait épingler par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, puisqu'il a appelé les États-Unis à fermer leur prison de Guantanamo à Cuba, où une trentaine de détenus sont en grève de la faim depuis février. C'est ce qu'ont rapporté les médias internationaux. Je cite, « Nous devons indiquer clairement, les États-Unis violent leurs propres engagements et leurs normes et lois internationales qu'ils doivent respecter. » C'est ce qu'a déclaré Madame Pillay, la haute-commissaire des Nations Unies. On passe au Liban et à Israël maintenant. Le président libanais Michel Suleiman a appelé la communauté internationale à obliger Israël à renoncer à ses menaces d'une frappe militaire contre son État et à soutenir les initiatives de paix au Moyen-Orient. Le président libanais dénonce également des incursions d'avions israéliens dans l'espace aérien du Liban, ce qui constitue une violation du droit international. Toujours Israël et son gouvernement qui a admis qu'il avait instauré un système de contraception des femmes immigrées d'origine éthiopienne avant leur arrivée en Israël, et tout ceci à leur insu bien sûr. Le mystère est donc enfin levé sur l'étonnante baisse de 50% du taux de fécondité des juifs éthiopiens d'Israël depuis 2000. L'Iran maintenant, où des officiels ont annoncé le lancement en août prochain d'un nouveau sous-marin de 500 tonnes fabriqué à 100% en Iran. Toujours l'Iran et le bureau du Trésor US qui a demandé à la France, via l'Union européenne, d'arrêter la diffusion des chaînes TV iraniennes hispaniques en Amérique du Sud.
la société française Global Cast a reçu la demande le 29 mars dernier et a cessé d'émettre le 8 avril. Vive la liberté d'expression, bien sûr. On parle de l'Afghanistan également, où une bavure de plus, on les compte même plus, les bavures de l'OTAN, puisque 10 enfants ont été tués dans un bombardement en Afghanistan. Au Pakistan, où le pays a été complètement déstabilisé, l'armée pakistanienne a intensifié ces dernières semaines ses opérations dans la vallée du nord-ouest pour repousser les talibans, de plus en plus présents autour de la ville stratégique de Peshawar, et tente de sécuriser la zone en vue des élections de mai prochain. Alors bien évidemment, puisque les troupes étrangères ont tendance à partir, eh bien les talibans vont reprendre le terrain. Encore les États-Unis, et on parle de Joe Biden, le vice-président américain, qui a appelé à la création d'un nouvel ordre mondial. Je cite, « La tâche positive que nous devons réaliser désormais est de créer un nouvel ordre mondial. » Et il ajoute, ça j'ai trouvé ça culotté, « L'économie a créé des emplois dans le secteur privé chaque mois. Moins ce mois-ci, mais il a néanmoins créé des emplois. » Une information à propos de la Russie également, puisque la Russie s'interpose régulièrement contre l'Empire, mais aujourd'hui, elle fait appel à une de ses plus grandes représentantes. J'ai nommé le néerlandais Shell, qui permettra à la Russie d'exploiter le pétrole difficile d'accès en Sibérie. On termine le chapitre international en parlant de Wikileaks, qui vient de mettre en ligne une énorme base de données de plus de 2 millions de documents qui datent de 1973 à 1976 et dont la plupart sont des câbles provenant d'Henry Kissinger, qui était alors secrétaire d'État. Sur certains documents, on peut suivre pratiquement minute par minute le renversement de Salvador Allende au Chili par exemple. Alors je vous ai mis un petit extrait, alors qu'on est au beau milieu du coup d'État orchestré par la CIA. Donc un officiel US qui dit « À la lumière des principes classiques qui font notre liberté et notre liberté de penser, ces facteurs suffisent pour justifier notre intervention pour renverser le gouvernement immoral et non représentatif. Il n'y a pas d'autre moyen raisonnable ni efficace. Notre but est d'établir la paix, calme et l'ordre. Pour toutes ces raisons, les forces armées ont la responsabilité morale que le pays leur confère pour renverser le gouvernement qui est devenu inconstitutionnel. Nous supposons que le devoir de le renverser avec le soutien de la majorité des gens qui, devant Dieu et l'histoire, justifieront cette action. En conséquence de la légitimité des précédents écrits mentionnés, il faut obéir à tous les ordres de la junte militaire à travers tout le pays. » Alors on termine la vidéo avec une nouvelle rubrique qui va s'appeler une date dans la mondialisation. Alors comme son nom l'indique, il nous présentera chaque semaine une date dans la mondialisation en nous expliquant bien les tenants et les aboutissants d'une date bien précise. Alors pour présenter cette rubrique, je recevrai plusieurs intervenants. Alors cette semaine, je reçois Lisandro. Salut Lisandro. Salut capitaine. Tu fais partie du cercle des volontaires. C'est ça. Et cette semaine, tu vas nous parler d'une date précise. Et laquelle est-ce exactement? Alors, ça va être la loi de séparation de l'Église et de l'État qui a été adoptée en quelle année? Ah, c'est une question? Oui, c'est une question. C'était pas sympa. Non, aucune idée? Vas-y. Bon, elle a été adoptée en fin 1905, donc adoptée précisément le 9 décembre 1905 et entrée en vigueur le 1er janvier 1906. Alors, il faut savoir que c'est une loi qui a nécessité énormément de débats et notamment de débats houleux. Alors, c'est des débats qui ont duré notamment 9 mois. C'est une loi qui a été à l'initiative du socialiste de l'époque, le très connu Aristide Briand, que le monde nous envie, n'est-ce pas? Et qui aura notamment un rôle, un peu plus tard, dans les années 20, un rôle prépondérant dans la SDN, qui est la Société des Nations, sorte de l'ancêtre de l'ONU. Donc, c'est pas quelqu'un d'innocent, si on peut dire. Donc, cette loi de séparation, elle va remplacer le Concordat de 1801, qui a été signé entre le pape de l'époque et Napoléon Ier. Ce Concordat, il accordait, en gros, si on peut dire, l'indépendance de l'Église de France vis-à-vis du Saint-Siège. Or, avec la nouvelle loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est en quelque sorte le triomphe de la laïcité, on peut le dire du point de vue institutionnel, et c'est la mort progressive du catholicisme qu'on remarque encore aujourd'hui. Alors la laïcité, c'est pas un projet nouveau pour les initiés, puisque à la fin du 19e siècle, il y avait un autre projet de laïcité qui était l'école laïque, l'école publique est devenue laïque, et à vrai dire, je veux juste souligner un point, c'est une erreur que les gens font beaucoup.
Cette école était déjà gratuite avant, et ce depuis très longtemps. L'école laïque, elle est d'initiative de Jules Ferry. Alors, pour revenir au 9 décembre 1905, qui est une date clé dans l'histoire du mondialisme, faut bien le comprendre, puisque la laïcité devient la nouvelle religion d'État. Alors, il ne faut surtout pas se laisser berner par la formule « séparation de l'Église et de l'État ». C'est bien l'abandon d'une religion pour une autre. Alors, cette religion, on peut dire, Pierre Hillard pourrait vous en parler beaucoup plus que moi, c'est le credo de nos élites mondialistes, ou en tout cas peut-être ce qu'ils veulent pour le monde. Alors c'est très paradoxal, et là on peut faire une remarque, c'est très paradoxal de voir que la laïcité, qui est en soi le rejet de toutes les religions, alors qu'elle en est une à proprement parler de religion, avec une croyance et des adeptes. Et encore sur cette question, je vous renvoie à Pierre Hillard qui vous donnera plus de détails dans ses ouvrages. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Hillard, c'est l'expert français du mondialisme. Et enfin, je finirai sur la manière dont on peut comprendre le but d'une loi comme celle du 9 décembre 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Ça n'est rien d'autre qu'un engrenage dans une machine mondialiste. Faut bien comprendre que c'est qu'une seule pièce du puzzle. Et cette pièce, elle a pour but de retirer Dieu, ou si ce n'est, la croyance du cœur des gens. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Quelqu'un qui n'a aucune croyance, c'est quelqu'un qui a moins de repères. Quelqu'un qui a moins de repères, c'est quelqu'un de potentiellement ou de plus facilement manipulable. Et à manipuler pourquoi ? Justement, peut-être pour faire croire au système et à la consommation hystérique sans limite. C'est peut-être le but du mondialisme. Ok, merci Isandro. De rien. Et rendez-vous la semaine prochaine peut-être ? Oui, pourquoi pas, avec une autre date. Avec une autre date, tu nous présenteras quoi par exemple ? Oh, je sais pas. Voilà, j'ai une idée. La recette des crêpes éventuellement ? Quelque chose de plus traditionnel, oui, pourquoi pas. Je te remercie beaucoup. De rien, salut capitaine. À bientôt, ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci pour votre attention. Je vous remercie également pour vos nombreux messages et vos nombreuses informations, et également pour votre soutien. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez informés. Ciao.